Merci à vous, Dr Yomba Timba. Jonathan Batenguene, parlons donc de ces dynamiques socioculturelles, peut-être le rôle qu'elles ont peut-être pu jouer dans cette évolution, on va le dire, quoi, politique ou alors constitutionnelle en Afrique, au niveau des contextes, mais également cette autre petite interrogation, lorsqu'on regarde nos sociétés multiethniques, comme on le sait en Afrique, est-ce que cela a pu jouer ou alors avoir un impact sur cette évolution? Sur le plan, on a abordé plusieurs points constitutionnels, institutionnels, justement dans cette dynamique, dans cette évolution constitutionnelle. Tout à fait, ça a toujours eu un impact parce que le processus d'implantation de l'État occidental, je tiens bien à dire l'implantation de l'État occidental, parce qu'on a trouvé des formes étatiques qui étaient existantes, qui était certes pas dans le modèle occidental, c'est-à-dire le modèle westphalien qui était triomphant en Occident, mais on a trouvé des formes qui étaient dans une certaine organisation sociale et politique avant la colonisation. Par exemple, il y a eu des royaumes ici, dans le Bangui Chari, il y a eu des royaumes qui se sont constitués, qui ont atteint un certain faste. Il y a eu plusieurs peuples qui ont transité par le territoire du Centrafrique, se sont organisés politiquement ici et ont maintenu cette organisation politique jusque dans les pays voisins, notamment au Cameroun. Vous avez la société Baya, vous avez d'autres peuples qui se retrouvent également ici au Centrafrique et qui ont gardé cette organisation politique. Il y a eu la déstructuration de ce socle politique par les institutions qui se sont implantées par la force. Et la déstructuration a amené les populations à être un peu comme perdues dans le carrefour de l'histoire. Parce qu'ils n'arrivaient pas à retrouver les bases de leur culturalité. Ils n'arrivaient pas à se projeter dans ce nouvel ensemble. Et il y avait toujours un plafond de verre qui était placé au niveau de l'État, du nouvel État. Ce plafond de verre, c'était que la légitimation, ou bien la légitimité qui normalement devait être traditionnel, devenait un élément de légalité. C'est-à-dire que c'est l'administration qui désignait maintenant, qui devenait le patron, le chef de la communauté. Donc, on a inventé une nouvelle manière de faire dans les peuples. On a déstructuré des peuples. Et quel est l'impact? En Afrique, l'institution politique de base, c'est la famille. Et pas seulement en Afrique, dans le monde, c'est la famille. Lorsque les figures de la famille sont déstructurées, parce que la famille, ça s'élargit, le clan, la tribu, l'ethnie. Donc, lorsque vous déstructurez les structures de la famille, les structures du clan, les structures de l'ethnie, vous affectez profondément l'individu. Le processus de formation de la personnalité est totalement confondu. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une contestation de l'autorité qui était présentée, qui a fini par rejaillir dans les familles, si bien que l'autorité parentale a été remise en question. On va ajouter dessus les autres enjeux, les enjeux économiques qui sont venus eux-mêmes également amplifier le phénomène. Et ça a créé des personnalités qui étaient facilement utilisables pour le principal dominateur, c'est-à-dire celui qui était le colon. Parce qu'il n'avait plus besoin que ces intermédiaires-là se mobilisent et l'empêchent d'exploiter cette main-d'œuvre. Donc, on a déstructuré d'abord la personnalité culturelle. Et l'un des exemples les plus patents de ce qui s'est passé ici au Centrafrique et surtout en Afrique, c'est l'Amérique latine. Parce qu'en Amérique latine, ils ont fait pareil. Ils ont déconstruit la culture locale, ils ont déconstruit les socles politiques locaux, ils ont implanté un État hyper violent, parce que quand tout à l'heure le grand frère Patient il parlait du chemin de fer Congo qui était quelque chose d'assez barbare, parce qu'on a coupé des mains, on a amputé des jambes, il y avait des actes d'une barbarie terrible. Donc c'était ça l'État qui s'implantait. Et la vision qu'ils ont reçue de cet État, c'est que c'est un État violent. Mais à côté de cette violence, il y a une culture qui a été implantée. Une culture du larbinisme. Cette culture du larbinisme, c'est l'intermédiaire qui devient le chef de ses frères. Et dans cette perspective, il reprend les mêmes schémas que le colon. Et quand vous regardez dans l'évolution
constitutionnelle, il y a toujours cette empreinte, c'est-à-dire une volonté d'accaparement des pouvoirs, une récupération constituée par la suite d'une désillusion, ce que mon grand frère patient parfois appelait des prises de conscience. Mais c'est des prises de conscience parce qu'il y avait une désillusion, il y avait une servitude perpétuelle qui lui était proposée, alors que lui croyait qu'il devenait le maître des lieux. Donc, ça a été le schéma culturel, la culture politique qui a été inculquée à un ensemble de dirigeants, un ensemble de personnes, et ceci en empêchant ce qu'on appelle les mobilisations citoyennes. Pourquoi les mobilisations citoyennes? Quand vous regardez l'Amérique latine, les mobilisations citoyennes s'enrichissent de ce qu'on appelle le basisme, c'est-à-dire les mobilisations populaires de base. Or, les mobilisations populaires de base ne sont possibles que lorsque les structures sociales de base sont effectivement cohérentes. Donc, déconstruire les structures sociales de base comme la famille, l'ethnie, la tribu, ça participait d'empêcher que se forme une véritable base politique qui pouvait constituer une entité politique sérieuse. Et qu'est-ce qui se passe depuis 2016? C'est ce travail qui est amorcé. Il y a un travail sur les mobilisations citoyennes. Quand vous regardez le processus qui est engagé dans la question référendaire aujourd'hui, c'est les mobilisations citoyennes qui sont mises en place. Vous avez une dynamique qui part des peuples, qui se réunissent de partout dans le pays. Et il y a une reconstitution des structures sociales de base. On n'a plus affaire avec des individus dépaysés, des individus atomisés, des individus qui sont en quête de l'intérêt égoïste personnel, qui le rend facilement à la merci de quelques vautours qui voudraient bien l'utiliser pour des fins égoïstes. Voilà ce qui se passe avec cette question référendaire. On a une mobilisation citoyenne qui renaît, on a un pays donc qui est dans ce que les latino-américains ont appelé la reconstruction de l'État. Pourquoi? Parce que le docteur Eboutou a évoqué la question de la triptyque qui fait l'État. Oui. Le territoire, le peuple, les gouvernants. L'exécutif, oui. Les gouvernants sont généralement porteurs d'une vision. Cette vision est ancrée sur une historicité, c'est-à-dire la capacité de la société à changer par elle-même. Mais lorsque cette vision n'est pas acceptée par un peuple, ça pose un problème. Or, ce qu'on observe au Centrafrique, c'est qu'effectivement, il y a un nouvel hégémon, comme dit le docteur Eboutou, qui a une vision. Oui. Et en face, on a le peuple qui a des mobilisations citoyennes, dont une adhésion à une vision. À cette vision, oui. On dirait même plutôt qu'on a un peuple qui pousse à cette vision. Qui pousse à cette vision. Quand vous avez cette osmose, il y a le dernier élément, le territoire. Oui. Ça veut dire que la dernière dynamique, c'est-à-dire la sécurisation du territoire, elle se fera nécessairement parce que les populations sont les premières défenderesses de leur intérêt et donc de leur sécurité. Donc les populations sont elles-mêmes engagées dans le processus de sécurisation et donc les populations sont elles-mêmes en train de porter le changement constitutionnel qui est expecté. Ce n'est donc plus une dynamique où on a des individus qui veulent s'assurer le contrôle perpétuel parce qu'il n'y a pas une vision larbiniste au sommet, il n'y a pas une vision de servir des intérêts étrangers. Lorsqu'on a coupé cela, on rentre dans une véritable prise d'historicité. Et le Centrafrique est véritablement dans ce que nous appelons le rendez-vous de l'histoire. Depuis hier, nous disons, c'est le rendez-vous avec l'histoire. C'est le peuple centrafricain qui porte ce rendez-vous avec l'histoire. Et cette culture politique qui se développe, c'est les bases de ce que l'Occident aime souvent acclamer comme étant la démocratie. La démocratie, surtout celle directe, parce que le référendum, c'est la manifestation la plus palpable de la démocratie directe. Or, la démocratie directe, quand vous prenez la culture politique occidentale, la démocratie directe est le summum dans l'expression démocratique. Parce que la démocratie directe, c'est l'intervention du peuple directement dans ses affaires. À un moment donné, le peuple est sollicité. Elle vient
elle-même rompre avec une certaine manière de faire. Quand tout à l'heure, le docteur Boutou a parlé des différentes constitutions, allez voir les processus de modification qui ont présidé à cela. Il n'y avait pas cette culture politique. Ce n'était pas la démocratie directe. C'était une démocratie parlementaire, qui est le mécanisme le plus dangereux d'accaparement du pouvoir du peuple. Donc, on entre dans une nouvelle culture politique où le peuple prend le contrôle de son historicité et ce peuple a le choix de décider pour son avenir.